façon générale les applications réparties. Ensuite, on a vu le principe de RMI, qui est une application synchrone à couplage fort. Je rappelle du couplage fort. Ça veut dire que, vous m'entendez, l'année? Juste des... Est-ce que quelqu'un peut me donner un écho? Oui, madame. Donc, couplage fort, ça veut dire que le serveur et le client doivent être en même temps actifs pour que ça marche. Et deuxième aussi volet du couplage fort, c'est que le client est fortement dépendant de la signature du service côté serveur. Ça veut dire si le serveur offre un service, par exemple, de consultation de facture téléphonique, par exemple, et qu'il a besoin de 3 paramètres de type entier, il faut que le client respecte cette signature. Si la méthode a 3 entiers, il faut qu'il appelle avec 3 entiers. Ça veut dire que si jamais la signature change, le code côté client doit changer. C'est ce qu'on appelle aussi le couplage fort. On a vu aussi, donc par la suite, on a vu que cette technique s'appuie sur une technique de sérialisation. La sérialisation consiste à transformer des appels de haut niveau, des appels de méthode de haut niveau, en des appels binaires de bas niveau, donc de les transformer en des 0 et des 1, pour qu'ils puissent passer à travers le réseau. La sérialisation a aussi un autre avantage, c'est de pouvoir swapper des objets en mémoire dans le disque dur. Et ça a aussi un grand avantage, c'est de garantir la scalabilité. Ça veut dire que quand le serveur est saturé par trop d'objets en mémoire et que ces objets sont inactifs, on n'est pas obligé de les garder en mémoire, on va les swapper. C'est un peu le même principe du swap de votre système d'exploitation. Libérer de la mémoire en attendant que les objets soient réactivés parce que le client est de retour. Après, on a vu les threads. Les threads, c'est de la programmation pas vraiment parallèle, mais concurrente. Les threads sont très importants à étudier dans le cadre des applications réparties, parce que justement, ils vont nous permettre d'augmenter les performances. Les performances est un enjeu majeur dans les applications réparties. Vous avez un serveur, bon, on peut, c'est vrai, le dupliquer pour pouvoir servir beaucoup de clients. Et si on va s'amuser à servir les clients les uns après les autres, le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, eh bien, on va faire chuter les performances du système d'une part et on va avoir des clients qui sont insatisfaits. Et donc, on va perdre des clients. On ne va pas être une entreprise reconnue comme ayant un bon service. Les clients ne peuvent attendre que 2 secondes quand on est en mode... dans l'économie numérique, le client ne peut attendre que 2 secondes. Donc, l'idée, c'est un petit peu de répondre le plus rapidement possible à des requêtes arrivantes. Donc, on va charger des threads de répondre à ces requêtes. D'accord? Et si jamais ces threads, en fait, manipulent une ressource commune, eh bien, il va falloir s'assurer que cette ressource commune soit protégée. Notamment, on a vu le principe de synchronisation. Bien sûr, les bases de données, beaucoup de logiciels que vous achetez, notamment, typiquement, une base de données, elle est protégée. Même si plusieurs clients essaient d'écrire en même temps, voilà, plusieurs requêtes arrivent en même temps à une base de données, tout est prévu pour que la base de données résiste à des appels simultanés. Donc, on a vu les threads, et il faut les voir un petit peu sous cet angle-là, l'apport qu'ils peuvent avoir pour augmenter les performances d'un système. Par la suite, on a essayé de voir une technique qui consiste un petit peu à une technique de programmation répartie, un peu plus bas niveau, qui consiste à ouvrir des sockets, des autoroutes bidirectionnelles entre un client, voilà, plusieurs clients et un serveur. C'est ce qu'on appelle la programmation réseau. Bon, mais c'est un terme un peu trop vague. Ensuite, une fois qu'on ouvre des sockets, on peut envoyer des messages et fermer des messages, et recevoir des messages. Typiquement, c'est le genre c'est le modèle de développement que vous pouvez utiliser si vous développez un chat, un système, votre propre système un peu plus bas niveau,
un système de distribution de fichiers de bas niveau, un système qui est un peu un Skype, votre propre Skype, votre propre application Messenger. C'est pas si rare que ça, hein, c'est pas si rare que ça. Je vous informe que beaucoup d'entreprises refusent à leurs employés d'utiliser au sein même de l'entreprise pour des échanges internes des systèmes comme Messenger pour leur travail. Donc, beaucoup d'entreprises développent leur propre système de collaboratif, de travail collaboratif. D'accord. Donc, si vous voulez prendre la main et ouvrir des sockets, fermer des sockets, créer un serveur de sockets, envoyer des messages, vous avez cette possibilité. L'autre possibilité aussi, qui est aussi très intéressante, qu'on a vu par la suite, c'est le fait de travailler avec ce qu'on appelle des systèmes à base de messages, le messaging. Le messaging utilise un logiciel qu'on appelle le MOM, des bus à messages. Le Message Oriented Middleware. Alors, le Message Oriented Middleware, il va vous permettre de poster dans des files d'attente ou des topics, des messages, d'accord. Et ensuite, l'application cible va aller piocher ces messages dans la queue ou dans la topic pour extraire des informations et en faire quelque chose. Là, on est dans le cadre d'applications qui sont asynchrones, d'accord, et qui sont à couplage faible. Ça veut dire que je peux très bien envoyer un message texte, voilà, on peut aussi une XML, qui n'est pas fixe, c'est pas 3 entiers. Le même exemple de la facture téléphonique de tout à l'heure, je ne suis pas obligée d'envoyer 3 entiers, je peux envoyer un texte file les 3 entiers. Alors, et ensuite, l'application cible peut aller récupérer ces informations, on appelle le système de parsing, aller parser le message texte pour en extraire des informations. Et par exemple, par la suite, aller envoyer une requête pour récupérer quel est le montant que je vais payer pour le mois à partir du 15 mars 2021, 3 entiers. Donc ici, on a un couplage faible, dans le sens où les signatures sont lâches. Il n'y a pas vraiment un respect très fort de la signature du service côté serveur, le client bien entendu. Et on a vu aussi que les deux applications client et serveur ne sont pas obligées d'être opérationnelles en même temps. L'asynchronisme aussi, il peut être vu soit côté client, soit côté serveur. Côté client, il envoie un message, il va faire autre chose en attendant qu'on lui réponde ou pas. D'ailleurs, par défaut, il n'y a pas de réponse à part un bit d'accusé de réception. D'accord, il envoie un message. Il est sûr que ce message arrive parce qu'on a prévu, c'est considéré comme étant des systèmes fiables, dans le sens où on a la persistance des messages. Si jamais, une fois que le message arrive au niveau du MOM, il est sauvegardé. Même si l'application cible n'est pas opérationnelle, eh bien, on va réessayer jusqu'à ce que ça parvienne à destination. Donc on considère que ça résiste à des crashs à partir du moment où le message a bien été réceptionné au milieu, dans le logiciel du milieu, le middleware. L'asynchronisme peut être vu aussi côté serveur. Un serveur synchrone est un serveur qui, pour chaque message arrivant, va lancer un thread pour s'occuper de ce message. Ça veut dire qu'il pioche un message dans la queue ou la topic, il va créer un thread et demander à ce thread de s'occuper de ce message et passer au suivant. Ou alors on peut être aussi dans un serveur de messaging synchrone. Il pioche le premier message, il le traite, il revient, etc. Donc si le traitement du deuxième message dépend du premier message, du résultat du traitement du premier message, on est dans un serveur synchrone. Donc c'est un petit peu ça les différentes technologies qu'on a vues. Ce que je voulais simplement insister sur le fait que le message ne peut pas être dans vos esprits associé à un simple message de chat. Non, c'est pas ça le message. Le message va réellement contenir un traitement donné, une demande de traitement. Il peut contenir des informations. Fais-moi un calcul de A plus B. Au lieu de demander à une méthode de faire un add, je peux envoyer un message avec les A et les B, et c'est le serveur qui me fait le add, mais de manière basée sur le message. Vraiment prendre le message donné, non pas comme étant des messages texte de chat, mais réellement des messages contenant des informations de métier, permettant de déclencher une requête à une base de données,
une insertion dans un fichier, whatever. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'une technique Corba. Alors, cette technique, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est l'une des premières techniques qui ont été un petit peu développées dans les applications réparties. Elle est très, très, très ancienne. À quoi ça sert de l'étudier? Parce que d'abord, il y a quelques éléments qui sont encore retenus. Donc, vous ne risquez pas de croiser Corba réellement dans le marché. Mais il y a tellement d'idées qui ont émané de cette ambition que Corba est partout. Pas en tant que solution complète, mais il y a tellement d'idées disparates dans toutes les technologies existantes aujourd'hui sur le marché. D'accord? Donc, il faut avoir ça en tête. Quelque part, c'est le socle même de beaucoup de choses qui sont aujourd'hui sur le marché. Alors, Corba, c'est quoi? C'est le Common Object Request Broker Architecture. Donc, il y a la notion de objet, il y a la notion de requête, donc on est bien en train de requêter des objets. D'accord? Broker, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le terme broker? Est-ce que ce terme-là vous dit quelque chose? Est-ce que le terme broker vous dit quelque chose? Alors, broker, en anglais, d'une manière générale, dans le dictionnaire, c'est le négociateur. Voilà, un courtier, un intermédiaire. Donc, c'est un petit peu les différentes définitions que vous voulez trouver. Alors, en informatique, avant, on utilisait le mot broker au lieu de bus, des bus. D'accord? Le broker, c'est l'intermédiaire qui va se charger de transmettre les appels entre un client et un serveur. C'est le bus, c'est ce fameux, on peut le dire middleware ici. Donc on est bien dans le cas d'une architecture avec un bus permettant de faire communiquer des objets entre eux. On va voir l'architecture de Corba. On va voir un langage, le langage IDL associé à Corba. Faire un petit peu de Corba en Java avec le Java IDL. On va voir le service de nommage. Vous pouvez faire du Corba avec n'importe quel langage, par exemple Corba en C++, qui s'appelle le MicroCorba. Alors, beaucoup d'idées qui me retrouvent comme même service de nommage, et je venais un petit peu le RMI, le naming service, qui permet d'enregistrer des objets pour pouvoir les localiser, eh bien, l'idée vient de Corba, les annuaires à objets. Elle est restée jusqu'à maintenant, on reste. Ça veut dire que d'abord, on va enregistrer des objets dans des annuaires, ensuite, on consulte l'annuaire pour pouvoir localiser l'objet. L'architecture de Corba, elle est la suivante. Vous avez votre objet qui communique avec un autre objet côté serveur en passant par le broker qui est le middleware. Ça veut dire une sorte de logiciel permettant d'envoyer des appels de l'objet côté client, de les faire parvenir au serveur et vice-versa. Je vous rappelle que Corba est apparu avant RMI. D'accord? Et justement, c'est un historique un petit peu, va nous donner les bonnes dates. Il a été créé par ce qu'on appelle l'OMG, l'Object Management Group, qui est un organisme à but non lucratif qui existe encore, qui contient plus de 850 membres, même les grandes entreprises du marché, informatique du marché, qui Amazon, IBM, Microsoft, qui crée et maintient des spécifications d'autres langages, qui m'a UML, Unified Modeling Language, et créé et maintenu par, du moins les spécifications claires sont créées et maintenues par l'OMG. Vous pouvez consulter le site de l'OMG sur ce lien qui est ici. Alors par la suite, on retrouve un petit peu dans le détail, si on zoome un peu pour voir quels sont réellement tous les intervenants dans une architecture de Tour Corba, on retrouve l'ancêtre de RMI. Ça veut dire qu'on va trouver ce qui n'a pas été dit l'année, et je vais le dire directement,
peut-être je ne l'ai pas souligné dans le slide, petit 1, Corba cherche à faire communiquer des objets écrits dans des langages différents. Donc l'idée, c'est que quel que soit le langage avec lequel les objets côté client sont écrits et côté serveur sont écrits, ils peuvent communiquer entre eux. C'est ça, c'est un des piliers de l'architecture Corba. Par exemple, j'ai un objet C++ qui cherche à communiquer avec un objet Java. Vous pouvez le généraliser avec n'importe quel langage orienté objet. Donc l'idée de ceux qui ont créé Corba, c'est de se dire pourquoi se maintenir. Si je fais du réparti, c'est justement pour pas obliger le client à être dans le même langage que moi. Sinon, ça n'a pas de sens. Je ne vais avoir que des clients qui Java, ce qui n'est pas intéressant. Donc, ils ont cherché un petit peu à élargir les frontières. Au jour d'aujourd'hui, à la question suivante, qui est comment faire communiquer des logiciels ou des objets écrits dans des langages différents, il y a une réponse. Est-ce que vous savez c'est laquelle? Puisqu'il n'y a plus de Corba pour remplir ce rôle, faire communiquer des objets de langages différents entre eux, aujourd'hui, il y a une autre solution très très intéressante qui permet de pallier à l'inconvénient de l'homogénéité des langages. Vous savez laquelle? Et on va la voir normalement. Alors, est-ce qu'il y a un écho ici, quelqu'un? Donc, le Graal, voilà, le Graal, là où j'allais à tous ceux qui font du réparti, c'est de se défaire des chaînes du langage ou des systèmes d'exploitation pour ouvrir l'application au maximum de clients. L'ouverture. Le réparti, c'est pour l'ouverture. Si dans cette ouverture, non, c'est ouvert, mais il y a Java, mais il y a Windows, mais ceci, mais cela. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc au départ, c'était l'ambition de Corba. Aujourd'hui, Corba, je peux dire le mot, il est mort. Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui très actuel qui permet de pallier à cet inconvénient? Eh bien, la réponse est les web services. Les web services. Des objets écrits dans des langages qu'on va envelopper dans une couche supplémentaire, on va en parler, et on va permettre à ces objets de communiquer en plus via le web. N'oublions pas que le protocole RMI et même le protocole Corba qu'on va voir est un protocole qui n'est pas utilisable sur le web. Ça veut dire sur le web, le protocole HTTP. Juste habite nous comme un petit peu à quel point c'est intéressant et comment ça a été remplacé. Donc, c'est ça l'architecture Corba, c'est des objets écrits dans des langages différents. On retrouve nos fameux stubs et nos fameux skeletons avec ce qu'on appelle un object adapter qui correspond aujourd'hui à ce que vous êtes qui correspond par rapport à la technologie RMI à la notion de serveur. Vous vous rappelez qu'il faut un serveur d'objets et c'est le serveur qui va communiquer, donc qui va aussi jouer le rôle d'intermédiaire des objets avec les ORB. L'object adapter et on va connaître son rôle exactement. Va communiquer avec l'ORB. Le stub communique avec l'ORB. Alors l'ORB c'est le bus, l'Object Request Broker. Le bus à requête objet, Object Request Broker. Et ici il y a un protocole qui est le protocole IOP, Internet Inter-Object Protocol. Donc, Corba est une solution qu'on peut utiliser dans une entreprise parce que ce protocole-là ne peut pas être généralisé sur le web. Stub et le squeletton قاعدوا في RMI. L'object adapter il a été simplifié. Alors, on va voir aussi qu'il y a quelque chose qui est très très important du Corba, je vois. Donc, les composants de l'architecture Corba, c'est le stub, c'est une amorce côté client. Le skeleton, c'est l'amorce côté serveur, qui sont générés aussi automatiquement. L'object adapter, c'est ce logiciel, voilà, cette classe qui va enregistrer les objets dans
l'annuaire. L'ORB, c'est le bus qui va permettre d'envoyer, toujours par le mécanisme de sérialisation, les appels de méthode entre eux et le protocole. Alors maintenant, si je fais un zoom sur un objet Corba, l'objet Corba qui est côté serveur, a l'implémentation, qui peut être C++, qui peut être Java, on l'appelle le serveur aussi, a une référence, ce qui correspond aujourd'hui à une URL RMI, c'est-à-dire une manière de le localiser de manière unique, ce qu'on appelle IOR fil Corba, Interoperable Object Reference. Donc je vous rappelle que on va voir comment elle est générée. قبل في الكوربا يتولد une URL. Et ensuite, on voit apparaître ici un élément très très important. Si vous voulez qu'un objet fonctionne avec en mode Corba, il faut une IDL. Alors cette idée d'IDL qui consiste à masquer l'objet, IDL goes for what? Interface Description Language. Interface Description Language. L'idée de l'interface, موجودة في الRMI ولا مش موجودة؟ Qu'un objet implémente une interface et que dans cette interface, le développeur expose toutes les méthodes remote. Sauf que l'inconvénient de cette interface RMI, c'est que ce sont des interfaces Java. Donc, je m'arrête avec un client Java. Eh bien, l'idée de Corba, c'est de faire en sorte que les objets implémentent une interface avec un langage universel, entre codes. C'est un langage indépendant du langage. Donc, ils ont créé un langage neutre, en quelque sorte, qui va vous permettre un petit peu de cacher des objets, de cacher l'implémentation des objets derrière une sorte d'enveloppe universelle. D'accord. Maintenant, si on regarde un petit peu l'IOR, l'IOR, c'est quoi? C'est les versions, enfin, le Corba, c'est une sorte une suite de chiffres et de caractères très longues qui résultant de quoi? De la combinaison de plusieurs informations. C'est la combinaison c'est une référence d'objet. C'est un identifiant unique permettant de retrouver un objet de manière univoque, l'équivalent en RMI de l'URL, et ce indépendamment de le bus qui est utilisé. Parce qu'il peut y avoir plusieurs versions de Corba, etc. Donc, c'est un mixte du nom de la machine, du port, etc. Elle est générée automatiquement. Alors, en Corba, l'IOR comporte de manière codée l'adresse de la machine, le port d'écoute et des clés spécifiques à l'objet distinct, de manière à avoir une unicité. Alors, si on le compare à une URL, cette référence ne peut être transmise que par fichier. Donc, on va voir, donc c'est-à-dire que le serveur va transmettre au client cette IOR. Ou bien, on va utiliser un annuaire, encore mieux, le naming service qui va stocker cette IOR pour pouvoir localiser l'objet. Bon, dans les toutes dernières, Corba continue à évoluer un petit peu quand même. On a utilisé des nouvelles implémentations où on a quand même fait des pseudo-URL. Les implémentations qui n'a Corbaloc ou la Corbanet, utilisant Corbaloc ou Corbanet. Parce que utiliser quand même cette URL est un peu long. Donc, on généralise. Si on prend de la hauteur, pour faire du réparti, il faut pouvoir localiser l'objet. Pour pouvoir localiser l'objet, il faut une référence unique. Qu'elle soit exprimée Kima Corba avec une URL, ou elle qui soit désormais exprimée dans une URL. Et il faut un service de nommage, dans lequel un serveur, par exemple, va inscrire cet objet, pour que je puisse le localiser. Alors ensuite, cette fameuse IDL, d'accord, qui est une idée vraiment géniale chez Corba, ça permet de décrire des interfaces. Ça veut dire décrire les services offerts remote par l'objet. C'est un langage indépendant du langage d'implémentation, indépendant de la plateforme du client, indépendant de la plateforme du serveur, et il se trouve qu'il ressemble beaucoup à C++. Bien entendu, aujourd'hui, ce qui a remplacé l'IDL pour les web services, je vous rappelle que les web services sont enveloppés aussi dans une forme d'interface, et bien on va utiliser du XML. Dans le XML, on va décrire tous les services distants.
Alors, donc par exemple, un exemple d'IDL, c'est un objet par exemple qui va implémenter l'interface mon exemple. Le module NS, c'est l'équivalent du package. Ça, c'est le nom de l'interface. Et là, on voit que l'objet, voilà, l'IDL expose trois méthodes. Une méthode 1, une méthode 2 et une méthode 3. La méthode 3 possède en entrée un long, en out un long qui est le résultat. Mais c'est un langage qui a été créé avec Corba. Maintenant, le rôle du stub. Le stub, il est côté client. C'est l'interface entre l'objet client et le bus. Il va traduire les invocations sur l'objet serveur, donc il va faire de la sérialisation. Il traduit les messages en valeur de retour, la désérialisation, voilà le unmarshally. Par la suite, côté client, donc ça on a vu côté client. Côté serveur, on va trouver le skeleton. Kif, c'est l'interface entre l'objet et le bus. Il va faire aussi la sérialisation et la désérialisation. Maintenant, on va voir aussi ce qu'on appelle le bus, l'Object Request Broker. Il transporte les messages entre les objets, il relie les stubs et les skeletons entre eux. C'est un bus à objets. Alors, il va utiliser un protocole. Le plus souvent utilisé, c'est l'IOP, Internet Inter-Object Protocol. Il y a d'autres protocoles un peu plus possibles aussi, comme le GIOP, General Interorder Protocol. Alors, on va voir aussi apparaître quelque chose que vous avez utilisé, mais avec un nom différent, c'est le serveur d'objet côté serveur, justement, l'Object Adapter. C'est lui qui va enregistrer et gérer les implémentations des objets. On va voir aussi que quelque chose qu'on n'avait pas vu en RMI, cet serveur-là peut activer et désactiver les objets. Ça veut dire qu'il va gérer leur cycle de vie. Il les active et il peut les désactiver. Il est aussi un intermédiaire, ça veut dire qu'il a quand même son rôle lors de l'invocation des méthodes. Alors aussi, il va jouer un rôle en termes de sécurité. Ça veut dire que si un client appelle un objet sur le serveur, cet object adapter va vérifier que ce client a le droit ou pas d'appeler cette méthode. Donc, il réceptionne toutes les requêtes, il fait des vérifications notamment de sécurité, avant de passer le relais au skeleton et à l'objet. Alors, il y a différentes implémentations de l'OA, l'Object Adapter. Vous avez le Basic Object Adapter, ou le POA, le Portable Object Adapter.